Et si on réapprenait à voyager? Et si on se disait que voyager, c'est pas forcément loin et longtemps, mais simplement partir tout court et sortir de son quotidien? Et si on apprenait à voyager à côté de chez soi en découvrant ou redécouvrant les paysages de France? C'est cette discussion que nous avons eue avec Leslie, dans laquelle nous parlons de rentabilité, de découverte de soi et de rencontre de soi à travers les autres. Je te laisse avec cet échange qui, j'en suis sûre, te fera voyager depuis ton canapé. Ça suffit les conneries, le média anti-bullshit qui dit stop aux conneries autour de l'entrepreneuriat et la communication. Hey, psst, tu apprécies le podcast? J'ai besoin de toi. Est-ce que tu pourrais prendre le temps de mettre un commentaire, de t'abonner ou de mettre de petites étoiles si jamais ta plateforme le permet? Ça permet vraiment au podcast de se faire connaître et de pouvoir être écouté par de plus en plus de personnes. Je te remercie par avance pour ce petit coup de pouce que tu me donneras. Hello Leslie et bienvenue sur le podcast. Salut Priscilla, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bien sûr, alors je m'appelle Leslie Formé, j'ai 24 ans. Oula, j'ai hésité. J'ai 24 ans et je suis créatrice de contenu voyage sur LinkedIn. Ok, c'est ton activité principale? Pas du tout. En fait, c'est même pas mon activité en tant que telle parce que je suis encore étudiante et je fais Ok. ça vraiment par le plaisir et pour le plaisir. Voilà, histoire de partager un peu ma passion du voyage et de la France, bien sûr, sur mon temps personnel. Ok, et t'as commencé directement avec le réseau LinkedIn ou t'avais peut-être Instagram avant parce que voyage, on pense photo, on pense visuel, donc on pense pas à LinkedIn de premier abord. Eh bien, pas du tout. J'ai commencé sur LinkedIn justement. C'était dans le cadre de mon stage. J'étais amenée à poster sur la page entreprise en fait de ma structure d'accueil, et ça a tiqué ma curiosité. Je me suis dit tiens, ce réseau il est pas comme les autres. Ça commençait à changer. Hein. On parlait de moins en moins enfin c'était moins en moins business et corporate. Et ça commençait vraiment à avoir les premiers créateurs de contenu. Et je me suis dit ah c'est super intéressant. Et je suis devenue accro. Et j'ai mis un long moment avant de d'oser publier parce que bah voilà, syndrome de l'imposteur, Mm. rien à vendre, pas bah justement parler voyage sur LinkedIn, pourquoi faire, à qui ça va intéresser. Puis après j'ai arrêté de me poser des questions, j'ai testé et puis j'ai plus jamais pu arrêter. Ouais, mais c'est trop bien, mais tu sais, tu dis que t'as rien à vendre, et finalement c'est le meilleur moment pour constituer une communauté, parce que justement comme t'as rien à vendre, et bah souvent c'est beaucoup plus simple. Donc au contraire, c'est quand même le bon moment bah, de créer cette communauté, et on sait jamais si derrière tu veux vraiment en faire une vraie activité, en tout cas professionnelle, et pas uniquement un passe-temps. Ouais, tout à fait. Et mais ça, on le sait pas. On se dit toujours que on n'est pas légitime à prendre la parole parce qu'on n'a pas 10 ans d'expérience derrière nous. Mais tu as tout à fait raison. C'est en fait c'est au moment où on n'a rien à vendre que c'est là où en fait il faut publier. C'est là où il faut prendre la parole et se créer une communauté soudée. Enfin moi c'était pour ça en fait à la base que je suis venue sur LinkedIn et que je le suis toujours. C'était pour faire un maximum de rencontres. Et du coup, voilà, moi, mon objectif, c'est d'avoir la meilleure communauté au monde, c'est que tout le monde soit mes potes et qu'on, voilà, que si en plus je peux les faire voyager et les faire rêver de vacances entre deux postes growth ou marketing, bah, j'ai tout gagné. Ouais, mais c'est clair. Ça fait du bien aussi de voir un autre type de contenu. Et puis justement, le voyage, mine de rien, c'est quand même quelque chose qui est hyper présent. Mais d'habitude, on voit plus justement digital nomade ou vraiment les voyages au bout du monde, tu vois, ambiance carte postale, etc. Toi, justement, en tombant sur certains posts, j'ai vu qu'on a aussi des super cartes postales en France, un petit peu partout dans les coins justement que tu as été déniché. Et est-ce que bah, justement, le fait de parler de digital nomade et toi, de parler de voyage en France, est-ce que tu trouves que ça va ensemble ou est-ce que tu trouves que ce sont des concepts qui s'opposent un petit peu? Eh bien, pas du tout, au contraire, je pense que c'est même, enfin, ça peut être totalement complémentaire. D'ailleurs, je le fais normalement, enfin, dans des formats live. J'aime beaucoup quand je fais des formats live, et ben justement, on parle de digital nomade et j'ai créé une série qui s'appelle On casse les mythes. Et c'est On casse les mythes sur le digital nomade. On avait fait ça donc sur l'île Maurice avec Lucie Marcolongo ou à Budapest avec Lucas Gonzalez. Enfin voilà. Non, je trouve qu'au contraire, tu peux très bien vouloir voyager en France et à un moment ou un autre de ta carrière te dire bah j'ai aussi envie d'être digital nomade, et c'est toujours bien de savoir ben comment vivre sur place, c'est quoi la vraie vie. Tu vois, cet effet effectivement carte postale qu'on peut retrouver sur les réseaux, c'est quelque chose que dont je voulais prendre le contre-pied.
Je voulais montrer aussi la réalité derrière, bah, du coup, ces voyages idylliques et derrière le digital nomade. Mais en fait, c'est pas que on travaille 5 minutes, allez, maximum 1 heure sur son ordinateur, puis hop, on est en vacances et à la plage tout le reste du temps. C'est vraiment pas le quotidien et je voulais bah, voilà, casser les mythes du digital nomade. Et je pense que c'est tout à fait compatible. Mais ouais. Et toi, comment t'as fait du coup pour découvrir tous ces endroits de France? Est-ce que tu voyages en France depuis que t'es toute petite? Est-ce que ça t'est venu un peu plus tard? Enfin, comment t'es née cette passion finalement? Eh ben, je pense que c'est un peu dans l'ADN de Leslie Formé. C'est dans l'ADN des formés de base. Ma maman a toujours énormément voyagé et je pense que des petites, en fait, on a eu l'habitude de bouger. Je crois qu'on restait jamais plus de 3 ans au même endroit dans la même ville. Donc des petites, en fait, on a toujours eu la bougeotte. Et on bougeait beaucoup en France. Et donc du coup, voilà, je pense que naturellement, j'avais eu cette envie de voyage. Puis j'ai la tchatche. J'adore rencontrer les gens. J'adore passer ma vie dans les musées ou dans les aquariums. Donc j'ai toujours eu cette appétence pour le tourisme. Et j'ai commencé à voyager en France bah, pendant mes études parce que bah, tout simplement, j'avais pas les sous pour partir à l'étranger. J'avais pas les sous pour partir à Bali ou Dubaï comme c'était la mode il y a quelque temps. Donc bah, je me suis dit bah, c'est pas grave, je vais me sentir touriste chez moi. Et je pense qu'il est là le déclic et je me dis ça c'est le but ultime de se sentir touriste chez soi. Et j'ai commencé à voyager, à vagabonder en France. Et c'est là que j'ai réalisé, mais qu'en fait, on était privilégiés et on avait une chance incroyable de pouvoir avoir la richesse de ces paysages et de ce patrimoine français qu'on sous-estime. 90% du temps, quand on a des vacances à planifier, on pense tout de suite à l'étranger. Alors que on a des coins complètement dingues en France, on a vraiment tous les paysages. On a des calanques, on a la mer, on a des montagnes, on a des volcans, on a même la dune du Pilat qui rappelle le Sahara. Bref, il y a plein d'endroits en France qui sont parfois plus dépaysants à 1 heure de chez soi qu'à l'autre bout du monde. Sauf que l'impact carbone n'est pas le même et l'impact sur le porte-monnaie non plus. Ouais. Mais j'allais te demander justement par rapport à l'écologie, est-ce que c'est aussi une cause qui te tient à cœur et justement le fait de voyager près de chez soi, peut-être en privilégiant certains types de transports, est-ce que ça rentre aussi dans ta démarche? Totalement, totalement. Voilà, en plus, à l'heure actuelle, ben, je pense qu'on ne peut plus être dans ce déni écologique. C'est logique que le tourisme et que le voyage en fait se transforme. Contrairement à ce qu'on pourrait entendre, je pense pas qu'il faille arrêter de voyager. Bien au contraire, je pense qu'il n'y a rien de plus humain, qu'il n'y a rien de plus inscrit dans notre ADN que le voyage, par définition. Parce que l'humain a toujours bougé et on bougera toujours. Par contre, je pense que le voyage doit se transformer, qu'on doit redéfinir le voyage. Et ça passe évidemment par voyager plus lentement. Donc c'est prendre le train, accepter oui, bah, je pourrais prendre l'avion et être en 1 heure ou deux à l'autre bout de l'Europe. Mais c'est pas le même voyage que de prendre un train et de dire je prends 10 heures de train et j'admire les paysages et je prends mon temps et je ralentis dans un monde où on court toujours à la productivité, où chaque minute est économisée, on court partout, on a 1000 vies et je suis la première à en avoir une aussi, donc je le dis en connaissance de cause. Et je pense que le voyage a ce rôle aussi à montrer qu'on peut voyager, mais de manière responsable. On peut voyager en étant respectueux de l'environnement qu'on rencontre et voilà, qu'on explore. Et c'est pas du tout incompatible. Et au contraire, voyager, les gens, il faut voyager, mais voyager lentement, prenez le temps. Moi, je dis toujours, le voyage, c'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. Et c'est ça le plus important. Donc peut-être que ce serait plus intéressant de prendre son temps et d'en prendre plein les yeux en cours de route. Mm. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis sur la rapidité et ce truc de on veut voir beaucoup de choses aussi en peu de temps parfois. Souvent quand tu choisis ta destination, tu dis ok je vais rester je sais pas moi qu'une semaine, alors il faut que je fasse ça 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 et tu te retrouves avec une to-do list et du coup ton voyage c'est même plus vraiment un plaisir, ça devient une charge mentale en fait de courir d'un endroit à un autre, de te dire aussi ah mais j'ai pas mis autant de temps pour y aller pour ne pas voir ça, comme si justement il y avait toujours ce truc de rentabilité. Tu vois j'ai fait autant de temps par exemple là il est 10 heures de train, mais si tu te dis je fais 10 heures
heures de train, tu te dis, mais ok, quand j'arrive sur place, il faut que je vois tout ce que j'ai à voir. Alors qu'en fait, non, on peut aussi juste se dire, bah là, j'ai pris ces 10 heures-là, c'est le début de mon voyage, en fait. Quand je monte dans le train, c'est déjà le début du voyage. Et justement, on va ralentir et prendre bah, juste un autre rythme pour le reste du séjour. Je trouve que c'est hyper intéressant comme manière de voir. Tu as totalement raison et tu as utilisé un mot qui est extrêmement juste, qui est rentabiliser. Et ça, je le vois partout. Même au début, quand je voyageais, il faut rentabiliser son voyage. Or, le voyage, c'est certainement le seul domaine qui te rend plus riche qu'au départ. Sauf qu'on parle pas de rentabilité matérielle. Et je pense qu'elle est là l'erreur. Généralement, quand les gens ils partent en voyage, comme tu dis, au bout d'une semaine, je sais pas, ils se sont décidés, vas-y, on va faire une semaine à Prague, ils vont tout faire à Prague, ils vont dévaliser Prague. Et ils rentrent, ils sont épuisés. Ils sont même pas reposés. Tu dis, ah, t'as pris des vacances en rentrant au boulot et ils ont des cernes de 10 kilomètres et tu te demandes pourquoi en fait ils sont partis en vacances. Et ben, c'est pas une course. Moi, je dis toujours, d'ailleurs, on ne fait pas une destination. On ne fait pas Vienne, on ne fait pas Prague, on ne fait pas la France. On ne collectionne pas des destinations comme des timbres. On les vit. Et je pense qu'elle est là la différence. C'est-à-dire, ben, accepter de prendre le temps de dire, je fais une liste restreinte. On le fait, hein. C'est-à-dire évidemment, je veux aller à Vienne. Bah, évidemment, il y a des monuments iconiques à voir qui nous font rêver, qui nous permettent de comprendre l'histoire et la culture de cette ville. Bien évidemment qu'il faut les faire. Mais peut-être qu'au lieu de te dire, bon bah à 8h, je vais voir telle chose, à 9h30, je vais voir une deuxième, à 16h, faut qu'on se dépêche de prendre le train parce qu'attention, il faut qu'on parte à l'autre bout de la ville pour voir tel musée. Bah peut-être qu'on se dit, allez, je fais 3-4 choses, mais sur une semaine. Ça me laisse même pas un monument par jour et quelques. Et tout le reste du temps, je me laisse porter. Et là, déjà, non seulement tu vas voir des choses que tu n'avais pas prévues dans ton programme et qui seront peut-être même meilleures. Moi, je dis toujours, tu prends la rue la plus touristique d'une ville, tu vas dans la rue d'à côté et là, tu as tout compris. Là, tu vas trouver des pépites merveilleuses. Là, tu vas sortir des sentiers battus. Mais effectivement, il faut savoir prendre son temps et se dire, je suis en vacances. Je travaille déjà comme une folle toute l'année. C'est pas pour en plus rentabiliser, courir partout et m'épuiser mentalement en vacances. Ça doit être du repos, ça doit être de l'exploration, ça doit être du plaisir. Il n'y a aucun plaisir à faire un marathon sur une journée, à gober des musées ou des destinations. Tout ça pour qu'en plus tu les prennes tout en photo et que tu vives même pas le moment présent et que ça devienne juste une image dans ta galerie et tu t'en souviendras même pas. Donc non seulement tu profites pas à l'instant présent, mais en plus tu rends pas ce voyage qui devrait être mémorable, tu l'immortalises pas. Et ça, je trouve ça dommage. Ouais, mais c'est hyper vrai. Et souvent, même pour les vacances, on te dit que bah, ton temps de vacances, enfin, qu'après tes vacances, il te faudra encore un petit temps pour te reposer cette fois. Comme si justement les vacances n'étaient pas faites pour se reposer, mais étaient faites finalement pour courir, mais après autre chose. C'est-à-dire que d'habitude, on va courir après la productivité, le salaire ou que sais-je. Et pendant les vacances, bah, on court après les destinations. Parfois, il y en a qui sautent dans plusieurs avions en très peu de temps, justement pour rentabiliser un maximum, encore une fois, à rentabiliser un maximum ce voyage. Aujourd'hui, on entend beaucoup que voyager en France, notamment, ça coûte cher. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a des bons plans ou des choses à savoir justement pour pouvoir réduire ce budget? Je suis d'accord parce que enfin, ça représente toujours un budget, hein, le voyage. Et je pense que qui est sous-entendu, c'est le train coûte cher. Parce qu'on pourrait évidemment voyager en France et prendre l'avion, ce qui serait complètement illogique, mais pourquoi pas, c'est possible, effectivement. Et derrière, c'est, oui, les réseaux de transport peuvent être plus chers que un billet d'avion. Néanmoins, je trouve qu'on est quand même ultra chanceux aussi en France de dire que presque toutes les grandes villes sont accessibles en train, ce qui n'est pas le cas partout. Ça aussi, on manque de recul, hein. On aimerait tout avoir. Et ce serait génial de pouvoir te dire, allez, pour 20 euros, je peux faire la moitié de la France. Ce serait merveilleux. Mais derrière, il y a des coûts. C'est logique, il y a des entretiens. Moi, j'ai travaillé à la SNCF, donc en plus, j'ai pu voir ce monde
de l'intérieur et heureusement qu'on paye un peu plus cher pour avoir une qualité de service qu'on n'a pas dans notre pays, qu'on n'a pas du tout et tout simplement pouvoir financer les métiers aussi derrière. Après, bien évidemment, ça coûte cher, mais évidemment, il y a plusieurs astuces, il y a plusieurs bons plans. Déjà, c'est toujours s'organiser en avance. Ça paraît dingue, hein, mais bien évidemment, la dernière minute ne marche pas. C'est un mythe. Enfin, pour les avions, oui, mais pas pour le train. Tu prends à la dernière minute, ton train il est complet, donc c'est pas possible. Faut les prendre dès le début. Après, il y a plein de petits bons plans. J'en avais noté quelques-uns, notamment pour les jeunes, parce que je trouve que c'est le meilleur moment en fait pour voyager, c'est pendant nos études, c'est quand on est jeune, quand on n'est pas encore dans la vie active, qu'on n'a pas de responsabilité. Pourtant, c'est à ce moment-là que la jeunesse se sacrifie le plus au niveau de ses vacances. En été, on a tous notre job d'été parce que voilà, faut avoir de l'argent pour la rentrée. Alors qu'il existe plein de bourses financières. Donc ce que je conseille toujours aux jeunes de moins de 25 ans, c'est d'aller se rapprocher du centre départemental de l'information et de la jeunesse. Il y en a dans toutes les villes. Toutes les villes. Et c'est une mine d'or. Alors personne n'ose jamais rentrer là-dedans, mais c'est une mine d'or. Et en plus, les gens sont super sympas. Et ils vont pouvoir te recenser toutes les bourses disponibles, à la fois au niveau national, comme il y a avec les vacances, le programme 18-25. Tout le monde en a entendu parler, mais je suis persuadée que peu de personnes ont testé. Pourtant, c'est quand même une aide financière qui peut aller jusqu'à 90% de tes vacances sur les 18-25 Ah ans. ouais, c'est énorme. C'est énorme. Tu peux facilement gratter 250 euros. Quand tu fais, voilà, quand t'es avec tes potes, tu te dis, bon, on est à 4-5, on va aller sur la Côte d'Azur, 250 euros, c'est énorme dans un budget. Et tu as aussi des bourses régionales qu'on connaît moins. Et là, faut évidemment faire un peu de recherche, d'où l'importance d'aller au centre départemental d'information de la jeunesse, parce qu'ils ont ces ressources-là. Moi, je suis partie, par exemple, je suis en Nouvelle-Aquitaine, et je suis partie avec une bourse qui s'appelle Destination. Et grâce à elle, j'ai pu avoir 250 euros. Et ça m'a financé tout mon Interrail, et je suis partie faire mon tour d'Europe toute seule. Et ça a été 260 euros. Voilà, ça m'a payé tous mes transports. C'était énorme. Et j'avais rien à faire. Juste un dossier, ça me prend 10 minutes où j'explique mon trajet. Et hop, t'as 250 euros pour aller en Europe ou 150 euros pour aller en France. Donc c'est rien que déjà ça, c'est de l'argent qui est donné. Il faut juste avoir la curiosité de savoir où trouver les informations. Et ça, je pense que les gens ne les ont pas. Ensuite, pour pas que les jeunes, et qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément un gros budget, et je soutiens que le voyage peut être accessible à tout le monde, et vraiment à tous les budgets. Moi, je recommande de faire des micro-aventures. Pour ça, en l'occurrence, il y a Chiloé. Je sais pas si tu connais. C'est la référence dans le domaine des micro-aventures. Donc, c'est des Français. Et eux, ils organisent des courts séjours en France de 3 à 5 jours autour d'une thématique. Ça peut être la gastronomie, le sport, le bien-être. Et tu es accompagné d'un super guide local, passionné. Vous êtes un petit groupe. Et vous allez vivre le temps d'un week-end, mais une aventure de dingue. Ça peut être une séance bien-être et yoga en plein milieu des Ardennes. Ça peut être, on va découvrir le comté ou la gastronomie du Jura. Et quand tu reviens de ton week-end, t'as passé quoi, 3-5 jours, mais t'as passé un temps, mais hors du temps, c'est le cas de le dire. Et donc c'est pour ça que je dis que tu peux être dépaysé chez toi. Et t'as pas besoin de claquer 3000 euros pour aller en Thaïlande, même si c'est très joli, et en prendre plein les yeux. Des fois, tu peux juste te dire, je mets 300 euros, je me prends un week-end de 3-4 jours, et je fais plein de belles rencontres, et j'en prends plein les yeux, et je découvre mon territoire. Et donc déjà, rien que ça, les micro-aventures, ça peut être un super compromis. Et pour ceux qui ont vraiment pas beaucoup de budget, moi je dis toujours, faut pas hésiter à prendre son vélo, prendre ta tente de camping ou juste tes bonnes chaussures de randonnée. Tu vas à 1 heure de chez toi, tu prends un périmètre, tu vas à 1 heure de chez toi, je peux te garantir que tu vas trouver des merveilles. Et des fois, tu vas être 1000 fois plus émerveillé à 1 heure de chez toi qu'à l'autre bout du monde. Parce que tu te dis, punaise, ça fait 5 ans que je suis là, je suis passée à côté de ça en fait. Et quand je fais des carousels, généralement, il y a toujours, au moins une fois dans les commentaires, une personne qui me dit j'ai vécu 10 ans dans cette région et je savais même pas que ça existait. Et donc, ça montre à quel point on ne connaît pas son territoire. Et la France a tout à offrir pour les curieux. Il y a tout, si tu aimes la nature, la culture, tout. Tu trouveras toujours quelque chose à ton goût ici. Et il y en a vraiment pour tous les budgets.
Et je soutiens que t'as pas besoin d'être riche et d'avoir une fortune sur ton livret A ou des investissements ou des placements pour pouvoir voyager. Et que t'aies 30 euros, 20 euros, 200, 500, 1000, tu as le droit et tu peux voyager et en prendre plein les yeux et c'est ce qu'il faut faire. Mm. Mais je pense que les données que tu as mis en avant, elles sont très importantes. Déjà, il y a la donnée distance, de se dire, mais quand je pars en voyage, il faut que je parte loin. Alors que toi, tu vois, tu dis, tu peux aller à 1 heure de chez toi et être complètement dépaysé. Comme tu as dit, prendre le vélo, faire des randonnées. Même, tu vois, moi, j'habite en Île-de-France. Il y a plein d'endroits où on peut faire des grosses randonnées qui sont vraiment dans des forêts, etc. Alors qu'on a tendance à penser que, voilà, proche de Paris, t'as que du bâtiment, etc. Alors que c'est pas vrai. Et ça, tu t'en rends compte que, bah, si par exemple, tu t'intéresses aux randonnées, si tu t'intéresses pas du tout aux randonnées, si tu t'intéresses pas aux courses même qu'il peut y avoir, bah tu te rends même pas compte qu'il y a tous ces sentiers finalement qui sont à exploiter. Donc il y a déjà, comme tu dis, la durée, la donnée distance, mais aussi la donnée durée. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que pour partir en vacances, c'est forcément long. Alors que finalement, faire plusieurs micro-week-ends, plusieurs même mid-week, là, du jeudi au dimanche, et le faire plusieurs fois finalement, mais de manière régulière, bah est-ce que finalement, c'est pas plus intéressant qu'avoir juste 5 semaines une seule fois dans toute l'année? Je pense qu'on peut se poser la question. Non, mais t'as totalement raison. Et puis même, enfin, je pense que t'en prendras plus plein les yeux et tu vivras 1000 fois plus d'expérience. T'imagines si, imaginons une fois tous les 3 mois, tu pars un week-end, bah, sur 12 mois, t'es parti beaucoup plus longtemps et t'as vécu beaucoup plus de choses variées, riches, que si t'avais fait un gros voyage. Et comme on dit, en plus tu cours partout, donc t'es épuisé et au final tu rentres, t'es rincé, t'as même pas envie de profiter, tu dors dans ton hôtel. Ben, des fois, tu te demandes, bah, est-ce que j'aurais pas mieux fait de rester dans ma région et de me dire, ben, un week-end par mois, je me fais ce plaisir, ou un week-end tous les 2 mois, je me fais ce plaisir, et ah, bah, là, je vais dans le Jura. Là, tu parlais des randonnées, et on a quand même une quantité incroyable de GR en France. Même en Corse, tu vas en Bretagne, tu vas en Occitanie, tu vas en Auvergne, t'as des GR dans toutes les régions de France, et elles sont toutes uniques. Donc, tu peux très bien prendre tes chaussures et aller faire un GR par mois, ou une partie de GR par mois. Je crois, moi, à la fin, tu auras beaucoup plus voyagé que la moitié des Français hein, qui sont partis à l'étranger. Hein. Et si justement il y a quelqu'un qui nous écoute et qui aimerait s'y mettre, voilà, il se dit ok, moi j'ai pris conscience de l'impact écologique, j'aimerais voyager plus souvent, du coup moins loin. Quelle ressources tu pourrais lui donner ou vers quoi il pourrait se tourner et même quel est par exemple le premier voyage que tu pourrais lui conseiller ici en France? Waouh, là c'est dur parce que justement il y a tellement de choses à voir, ça dépend. En tout cas, si les personnes qui nous écoutent ont envie de se dire bah moi aussi je veux avoir plus d'une semaine ou 5 semaines de vacances par an et je veux être tout le temps en vacances tous les week-ends, je peux qu'encourager ça. Et il y a beaucoup de choses à voir. La première chose c'est juste se renseigner. Bah voilà, les GR par exemple c'est une excellente initiative. Les véloroutes aussi, ça on sous-estime. On a quand même 5 véloroutes classées nationalement et européennes qui traversent la France. Il y a même une véloroute qui peut t'emmener en Scandinavie. Ok. Qui part de France. Donc c'est quand même, moi j'ai trouvé ça complètement incroyable. Donc tu peux rien que déjà, en fonction de ton appétence, soit pour la randonnée ou pour le vélo, t'as juste à regarder les GR ou les véloroutes et tu peux déjà te faire, mais je pense facilement 10 itinéraires, voire 10 voyages dans l'année, minimum. Si tu fais des bouts de véloroute, enfin, tu peux vraiment en prendre plein les yeux tout le temps. Après, si je devais conseiller un voyage, ah c'est dur. Je suis très chauvine. Je suis très chauvine et comme j'ai beaucoup bougé, je suis chauvine de plein d'endroits. Du coup, c'est génial. Peut-être Et pour te faciliter, on peut dire un voyage plutôt paysage montagne, un voyage plutôt paysage campagne et un voyage plutôt paysage aller mer, eau en tout cas, donc mer, lac, rivière, tout ça. ouais, alors bah pour la montagne, moi je viens de revenir d'un séjour en Occitanie et ça m'a mais bouleversée tellement j'allais faire le cirque de Gavarnie et le lac de Gaume. Et je crois que ce sont les plus beaux paysages que j'ai jamais vus de ma vie. Et c'est à 1 heure de Lourdes. Enfin voilà, c'est pas très loin et c'est vraiment la frontière avec l'Espagne. Et le lac de Gaume, je crois que honnêtement, c'est le plus beau lac que j'ai jamais vu de ma vie. La randonnée est ultra facile. C'est 1 heure de randonnée toute simple. Faut juste avoir des bonnes chaussures et de la volonté. Et franchement, tu y vas le matin, t'es tranquille, y a personne. Et les montagnes et les pics enneigés se reflètent comme un miroir dans le lac. Et là, tu fais waouh.
là je vais vivre un moment incroyable et tu sors même pas ton téléphone pour prendre de photos, t'es juste émerveillé. Donc le lac de Gaume et Gavarnie, je recommanderais à 1 milliard % pour les côtés montagne, parce qu'évidemment je pourrais vous dire les Alpes, mais c'est beaucoup plus connu. Je pense que Gavarnie et le lac de Gaume c'est un peu moins connu que le Mont Blanc, bien évidemment, et c'est le but. Pour le côté plutôt campagne, là, je recommande à 1 milliard %, mais allez en Auvergne. Allez en Auvergne. Déjà, quand je parle avec certaines personnes et que je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent qu'on a des volcans, quand même, en Ah, France. Et je me dis, bah si, on a une sacrée chaîne, le Puy de Dôme, quoi, quand on même. a voilà, on a quand même le Puy de Dôme, on a la faille de Limagne, qui a été classée quand même au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et on a le puits de la Vache, le puits du Sancy. Bref, on a 1 milliard de magnifiques paysages à voir en Auvergne et c'est pareil, c'est époustouflant. Il n'y a pas forcément beaucoup de monde en été comparé à la région PACA ou voilà la Côte d'Azur. Bah, si tu as envie d'être calme, tu vas faire un petit tour du côté du Sancy. Tu prends un petit Saint-Nectaire en cours de route et tu manges une bonne truffade à la fin de ta randonnée. Tu vas voir que ça vaudra tous les efforts du monde et tu seras 1000 fois plus heureux. Donc ouais, l'Auvergne pour le côté campagne. Et pour le côté mer, bien évidemment, il y a la Corse, qui est magnifique et qui a certainement l'une des plus belles plages, d'ailleurs, qui fait partie du cercle très fermé des plus belles plages du monde, hein, celle de Palombagia. Voilà, c'est magnifique la Corse. Mais bien évidemment, je recommanderais la Bretagne. Moi, je partirais de l'autre côté et je me disais, si tu veux aller voir la mer, va en Bretagne, va voir, euh, euh, comment elle s'appelle, Pont-Aven. Moi, je conseille toujours d'aller voir Pont-Aven. C'est la cité des artistes. Il y a eu c'est la petite ville des galeries. Il y a 1 milliard de galeries dans cette petite cité. C'est un charme de folie. T'as un magnifique parcours sur le littoral et tu peux voir les paysages que des grands peintres ont peint et c'est la Bretagne fait voilà c'est l'une des plus belles régions de France. Les Bretons qui nous écoutent vont forcément acquiescer, je suppose, mais on pourra pas leur enlever que la Bretagne est certainement l'une des plus belles régions. Donc ouais, allez en Bretagne et manger des bonnes crêpes et des bonnes galettes, ça vaut le coup. J'aime bien parce qu'il y a toujours le petit côté gastronomie, voilà, bien manger, pour bien attester qu'on a été à cet endroit. C'est ça. Et ben c'est surtout ultra important parce que on oublie que le voyage se fait surtout par l'assiette. Et ça, déjà parce qu'on aime bien manger et c'est super agréable aussi de bien manger. Et je dis toujours, tu peux être dans la meilleure destination au monde, si la bouffe est dégueulasse, tu vas passer un horrible séjour. Et ça montre à quel point c'est ultra important. Et la nourriture, la gastronomie, c'est universel. Et je pense qu'on partage jamais autant de connaissances, on fait jamais autant de belles rencontres qu'autour d'un repas. T'as beau ne pas parler la même langue, Ouais. autour d'un repas, tout le monde sera heureux, tout le monde sera là, t'arriveras quand même à échanger. Donc ouais, la gastronomie c'est ultra important et la France peut être extrêmement fière aussi parce que chaque région a ses spécialités, c'est quand même assez Ah. unique. D'habitude on garde ça qu'aux capitales, mais là toutes les régions, on a tous eu sur notre frigo les stickers cordon bleu avec avec les régions et les départements, il y avait toujours la gastronomie mis en avant. Il y avait toujours Exactement. un plat. Et ça montre à quel point on a une richesse culinaire et on est très fiers de ça. Et on peut l'être. Donc franchement, faites-vous un tour de France des spécialités culinaires. Vous en prendrez autant plein les papilles que plein les yeux. Et c'est incroyable. Mm. Du coup, on a parlé gastronomie, on a parlé transport, et si on parlait logement, du coup, toi, quand tu voyages comme ça un petit peu, bah, tu conseilles quel type de logement? Plutôt chez l'habitant, plutôt louer un Airbnb par exemple, peu importe, une auberge de jeunesse, peu importe. Jusqu'à maintenant, toi, tu as dormi où? Et qu'est-ce que tu recommanderais que ce soit tant au niveau budget, parce que si on reste vraiment sur cette thématique, pourquoi pas le budget, mais aussi au niveau expérience, parce que finalement, aller chez l'habitant, ce sera pas du tout la même expérience que d'aller dans un hôtel, etc. Donc, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ça? Bien sûr. Déjà, bah, tout dépend des budgets. Ça, c'est toujours une condition. Mais je trouve aussi c'est aussi une question de choix. Moi, pendant toute mon enfance, on était très adepte des hôtels. Donc, au final, bon, j'avais pris un peu le pied de prendre de l'hôtel. Et depuis que je voyage seule, bah, je ne fais que des auberges de jeunesse. Et c'est incroyable. Les auberges de jeunesse, c'est vraiment incroyable. Bon, j'avais ce cliché du truc malfamé, vraiment sale, où tu sais pas avec qui tu dors et tu sais pas qui tu rencontres. Et c'est tout l'inverse.
Quand j'ai fait mon tour d'Europe, j'ai fait que des auberges de jeunesse. Et ça a été, je crois, les meilleurs logements que j'ai fait de ma vie. Déjà parce que c'est ultra beau. Enfin, il y a des auberges de jeunesse maintenant qui sont Mhm. ultra quali. Moi, je pense à la marque Joe Joe. Il y en a un peu partout dans le monde. Il y en a à Paris ou bref, à Bordeaux. Incroyable. Enfin, les chambres sont super belles. Les gens sont super gentils. Nous, on était à Vienne et il y avait un rooftop avec la vue sur Vienne et tu payais 30 balles la nuit. C'était incroyable. Je veux dire, le rapport qualité-prix était limite indécent. Donc pour les jeunes, d'ailleurs, on pense toujours que c'est que pour les jeunes, mais c'est pas vrai. Moi, j'ai vu des familles en auberge de jeunesse et Ouais, nous, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait aussi d'aller en auberge en famille. mais c'est le meilleur parce qu'en fait, c'est là, tu veux faire des rencontres, va en auberge de jeunesse, hein. Tout le monde est dans ce mood-là. Tout le monde voyage, du coup, ben, on a envie de rencontrer d'autres personnes et je trouve que c'est les amitiés les plus sincères aussi. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai remarqué. Les amitiés les plus sincères sont celles qu'on fait en voyage parce que on ne sait pas si on les reverra un jour et du coup, on vit l'instant présent. Et je pense que ça aussi, c'est des choses qu'on devrait reprendre du voyage et les mettre dans notre quotidien. Savoir savourer Ouais, l'instant, complètement. pas se prendre la tête et puis juste apprécier la compagnie des autres. Donc ouais, les auberges de jeunesse, incroyable. Et sinon, bien sûr, l'habitant. Les Airbnb, c'est bien. Il y en a aussi des Airbnb chez l'habitant, où tu as genre une chambre privée, mais t'es chez l'habitant. Pourquoi pas? Mais je conseille mille fois plus, voilà, les gîtes. On a quand même une grosse culture, on a une grande offre de gîtes de France, en France, et ça vaut super le coup. Déjà parce que t'as des logements complètement insolites et vraiment pas chers. Et puis voilà, c'est toujours agréable de se réveiller le matin. Tu prends un super déjeuner local. En plus, bah, t'échanges avec les habitants et tu trouves, bah, c'est là où tu trouves les meilleures pépites, hein, de toute façon. La petite dame qui dit, ah bah non, elle est pas là, à C'est deux ça. minutes à pied. Prenez le chemin perdu au fin fond de la forêt, vous allez tomber sur une fontaine magique. Waouh, et bah c'est exactement ça. Et donc non, l'auberge de jeunesse et les gîtes, c'est un must. Franchement, pourquoi s'en passer? Tu fais trop de belles rencontres, donc allez-y, les yeux fermés. Mais ouais, merci pour les conseils. Et est-ce que tu penses que aujourd'hui on perd l'essence même du voyage justement avec le fait peut-être de vouloir aller, enfin de vouloir plus même d'une manière générale. Est-ce que tu trouves que ça fait perdre l'essence même du voyage? Et si oui, pour toi l'essence même d'un voyage ce serait quoi? C'est une super question. Pour répondre à la première question, je dirais oui, en un sens. On commence encore de plus en plus à perdre l'essence même du voyage. On le voit avec cette course à la rentabilité qui n'a aucun sens, et aussi à cette course de la preuve sociale. Maintenant, on va dans une destination parce qu'elle est Instagrammable. Rien que le mot, une destination Instagrammable. Moi, ça me choque parce que je me dis, mais une destination n'a pas à être Instagrammable. Tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, je sais pas si je suis vieille ou pas, mais je le vois maintenant, j'observe vachement. Et je me dis, mais quand je suis dans une destination, le premier réflexe des gens, c'est de sortir le téléphone et de mitrailler. Mitrailler, mitrailler, mitrailler. Mais du coup, ils prennent une photo puis ils s'en vont. Et des fois, je suis choquée, je la regarde, je fais, mais du coup, vous profitez pas, vous regardez pas, vous êtes venus pour ça. Comme un timbre, c'est ça. Les gens collectent les destinations, les lieux comme des timbres. Et c'est ça, en un sens, que je trouve dommage, parce que moi, je me pose toujours la question, avant de faire un voyage, pourquoi je veux faire ce voyage? Pourquoi, qu'est-ce qui m'attire dans cette destination? Est-ce que c'est parce que j'ai vu tous les influenceurs y aller? Ou est-ce que parce qu'elle m'attire particulièrement? Et déjà, ça, c'est la première chose. Parce que il faut se poser la question. Sinon, tu vas être déçu au bout d'un moment. Tu vas dire, ah ben, ce voyage, il était pas fou. Bah oui, mais pourquoi? Pourquoi t'y allais? Qu'est-ce que tu recherchais dans ce voyage? Si c'était juste pour collectionner des timbres, je comprends que tu sois un peu frustré. Pour moi, l'essence même du voyage, c'est se retrouver soi au bout du chemin. Ça, c'est quelque chose d'hyper important. Je pense que on voyage pour en prendre plein les yeux, mais je pense qu'on voyage surtout pour se trouver soi-même. D'ailleurs, c'est lors des voyages que tu as les plus gros déclics. C'est lors des voyages que tu fais tes plus grosses séances d'introspection, que tu reviens changer. On dit toujours que les voyages, ça change. Moi, je dis toujours, les voyages, ça se vit et ça forge. Et je pense qu'il est là le sens du voyage. C'est pourquoi j'y vais. Non pas qu'est-ce que je vais voir, mais qu'est-ce que je vais trouver chez moi, là-bas. Qu'est-ce que ça va réveiller chez moi que je n'aurais pas pu réveiller ici à la maison. Et c'est ça le voyage. C'est rencontrer autrui, mais par autrui, on se rencontre soi.
Et ça, j'en suis persuadée. C'est pour ça que les rencontres sont importantes. Voilà, on s'en dit plus sur nous-mêmes que 1 milliard de livres de développement personnel. Moi, j'ai jamais autant changé. Ma vie, elle a fait un virage à 360 degrés depuis que je suis partie toute seule. Et maintenant, je voyage seule. Alors que de base, je suis une grosse trouillou. Et ça, les gens l'oublient. Je suis une grosse trouillou, j'ai la peur, je suis très peureuse. Et pourtant, j'ai fait 5 pays toute seule, alors que je parlais pas la langue. Et c'est lors de ce voyage-là, en sortant de ma zone de confort, que je me suis dit, ah ouais, mais en fait, on est capable de tout. On est capable de tout. Et ça, le voyage, c'est le seul moyen de s'en rendre compte, quoi. C'est comme l'entrepreneuriat. Le premier pas est toujours difficile, mais une fois que tu es dans le train, tu te demandes comment tu aurais pu rester sur le quai. Et d'ailleurs, c'est le conseil que je donnerais aux personnes qui nous écoutent et qui, par exemple, aux femmes ou autres qui aimeraient voyager seules et qui oseraient pas. Parce que je comprends totalement, parce qu'il y a 1 an en arrière, tu m'aurais dit voyage toute seule, je t'aurais dit jamais de la vie, parce que j'avais peur de la solitude, j'avais cette grosse peur là. Et je dirais au contraire, si t'as peur, c'est que t'es au bon endroit. Si quoi que tu fasses, si t'as peur, c'est que t'es sur la bonne voie. La peur, c'est pas un stop. La peur, c'est ah, ce que tu fais, c'est important pour toi, donc fais-le bien. Et quand tu commences à raisonner comme ça, bah, tu te dis qu'en fait, t'as pas de limite, t'as pas d'obstacle. Tu es ton propre obstacle, en fait. Et donc, les gens qui veulent voyager et qui osent pas, moi, avant de voyager, je me pose toujours une question. C'est qu'est-ce que tu regretterais le plus? De monter dans le train ou de rester sur le quai? Et tu verras qu'en général, on est tous dans le train au final. Parce que on n'a pas le temps pour les regrets. Et on se dit, au pire, je le fais, j'aime pas. Je le sais maintenant. Mais c'est vaut mieux vivre avec j'ai la certitude que c'était pas fait pour moi, plutôt que de s'endormir avec un et si dans le crâne. Et ça, le poids des regrets, il est assez dur à porter. Donc, prenez vos bagages, prenez vos chaussures et allez explorer la France, allez explorer. Moi, je veux mettre tout le monde dehors. C'est mon objectif. Allez tout le monde dehors. Là, c'est bon, c'est fini. On arrête Instagram, on arrête de scroller TikTok ou Thread et va dehors et tu vas voir que ça va te bouleverser. Tu vas complètement te métamorphoser, quoi. Mais c'est hyper beau ce que tu dis. Depuis tout à l'heure, je bois tes paroles. Non, mais c'est vraiment enfin, c'est hyper intéressant ce lien que tu fais avec le développement personnel et la quête de soi. Parce que souvent, quand on voyage ou quand on entend quelqu'un justement dire je vais aller dans cette destination, donc évidemment, il y a l'influence, donc pas que des influenceurs, mais même voilà, de ton entourage qui va te dire va absolument là, j'étais là, c'était génial, etc. Mais à aucun moment, tu te demandes à toi ce que ça peut t'apporter, à part finalement, comme tu dis, des nouvelles images dans ta galerie. Mais toi, personnellement, qu'est-ce que ça peut te faire d'aller dans telle destination, de faire tel choix de visite plutôt qu'une autre, etc. Et je trouve que justement dans le voyage, il y a vraiment tout ce côté un peu matérialiste qui est forcément mis en avant, parce que comme tu le dis toi-même, hein, pour voyager, il y a la partie budget, il y a la partie où est-ce qu'on se loge, etc. Mais à côté de ça, une fois qu'on met tout ça de côté, effectivement, là, on peut se remettre en avant et se dire, mais ok, je vais vivre l'aventure à fond, et qu'est-ce que ça va apporter, comment je vais revenir, qu'est-ce que je vais ramener finalement avec moi de ce voyage-là. Je parle pas évidemment des petits magnets qu'on va mettre sur le frigo, tout ça. Je parle vraiment de quelque chose qu'on va ramener avec soi, ou peut-être même des choses qu'on va laisser enfin qu'on va laisser nous-mêmes là où on a été. On va revenir peut-être plus léger, avec d'autres envies, avec d'autres ambitions. Donc, enfin, en fait, on entend vraiment la passion quand tu parles de voyage. On entend vraiment la passion dans ta voix, dans ce que tu dis. Et en fait, là, je pense que tu nous as donné l'envie à tout le monde là d'aller dehors tout de suite. Genre tout de suite là, on prend un petit sac à dos, un petit baluchon et hop, on va dans un train destination inconnue pour aller voir le monde, quoi. Allez-y, je viens avec vous les gars, y a pas de souci. Non mais c'est absolument vrai. Enfin moi ça me passionne et c'est ce voyage-là en fait. Tu vois, quand je disais que effectivement on se retrouve soi. Moi ça a été un déclic ce voyage qui est pas plus tard que l'année dernière. Je rêvais d'une vie stable, CDI, Labrador comme dans les films américains, le beau mari et les mioches qui courent dans le jardin, voilà. Et moi je fais des cookies à la cuisine. Non, c'était la vie que je rêvais d'avoir. Et je suis partie en voyage et en fait, ça a explosé toute ma conception de la vie, en fait, que je voulais de moi-même. Je me suis dit, mais en fait, t'es pas, c'est pas ce dont t'as envie. C'est pas ce pourquoi t'es faite. Et je me suis dit, mais en fait, j'avais toujours, toute ma vie, je m'étais demandé, c'était quoi mon don? C'était, en fait, pourquoi je suis faite? Il y a des gens, c'est des artistes, des chanteurs, la création, enfin, il y a des gens, ils le savent. Et moi, j'avais été frustrée toute ma vie parce que j'avais l'impression d'avoir aucun talent, de n'être bonne pas à rien,
voilà, je suis dans la moyenne. J'ai beau avoir un milliard de passions, mais je suis pas bonne. Je suis pas fait pour ça. Et ça m'avait frustrée. Et c'est lors de ce voyage que j'ai compris qu'en fait, ben si, c'était juste de voyager, rencontrer des gens, faire le plein d'expériences et les repartager avec les gens. En fait, c'est ça pourquoi j'étais faite. Mais si j'étais pas partie en voyage, ben je rêverais toujours d'avoir un labrador et d'avoir une maison et de faire des cookies avec les enfants. Et maintenant, c'est plus du tout la vie que je conçois. Non, on sous-estime énormément ce que les voyages peuvent nous apporter. C'est essentiel. Je dis toujours, il n'y a rien de plus humain que de voyager. Il n'y a rien de plus humain que de bouger, que de rencontrer les autres, que de se nourrir des autres. Donc, prenez vos chaussures. Si vous êtes pas bien dans votre vie, si vous avez des questions, si vous avez des peurs, prenez juste votre sac à dos, vous prenez vos chaussures, vous partez à 1 heure de chez vous pendant 2 jours, vous coupez votre téléphone. Croyez-moi qu'à la fin, vous allez revenir. Non seulement vous allez vous avoir des réponses à toutes vos questions, mais vous allez avoir 1 milliard de questions en plus. Et c'est ça qui est génial. Je dis toujours, on se sent plus vivant. On ne se sent jamais autant vivant que quand on est en voyage. Et c'est triste parce que c'est comme si, au quotidien, on se laissait mourir. On se laissait mourir par la productivité, par la charge mentale, par la pression, le regard des autres et les attentes. Et du coup, on se laisse mourir à petit feu. Et c'est que, une fois par an, qu'on a le droit de respirer, de sortir la tête de l'eau et de se dire « Ah, j'ai peut-être le droit d'avoir une autre vie. » Moi, je dis toujours, voilà, se sentir touriste chez soi tout le temps, être en vacances tout le temps, c'est pas, c'est un mindset, c'est tout dans la tête. Tu peux être en vacances perpétuellement. Moi, je suis à La Rochelle, j'ai la chance de pouvoir en plus me sentir en vacances, vraiment, d'avoir la glace et de me dire ah ouais, là, je suis pas mal. Mais tous les jours, je m'émerveille de ma ville alors que je passe 50 000 fois peut-être devant les mêmes trucs et je m'émerveille tous les jours en me disant waouh, mais j'avais pas vu cette gravure sur le mur et waouh, j'avais pas vu que il y avait telle chose là. Je passe devant les tours tous les jours et à chaque fois, je suis émerveillée en me disant mais c'est incroyable. Et ça c'est d'avoir une âme d'enfant. Mm. Ouais, et puis lever le nez de son téléphone ou de juste ses pieds et regarder, ouais, et se nourrir finalement de tout ce qu'on a autour de nous. Même la chose qui paraît peut-être la plus basique, mais à laquelle on n'aurait pas du tout fait attention parce que cette fois-ci, peut-être qu'on regardait à gauche et que cette chose-là, elle est à droite. Donc la fois d'après, on regardera à droite, etc. Et en fait, effectivement, on peut en prendre plein les yeux tout le temps. Mais c'est ça, et on a vraiment des pépites. Moi je dis toujours, on a des pépites partout. Je suis sûre que on me met au défi d'aller dans n'importe quelle ville du monde, même la plus paumée, t'as des trucs de fou. Mais il faut juste avoir les yeux. Je dis toujours, un diamant, ça peut être un caillou pour quelqu'un. Une pépite, ça peut être rien du tout si tu ne fais pas attention. Mais si tu ouvres les yeux et que consciemment tu te dis, et si je regardais et qu'est-ce que je peux voir? Qu'on observait le monde au lieu juste de passer à travers. Et ben là, on se rendrait compte qu'à la fois, ouais, on a une sacrée chance et à la fin, je pense on voudrait plus décrocher les yeux du ciel. On serait toujours la tête en l'air et je pense que ce serait peut-être positif. Mm. Écoute, merci beaucoup pour tous ces partages. J'ai vraiment aimé parler voyage avec toi parce qu'en fait, j'ai comme voyagé là le temps de cette interview et ça me donne encore plus envie d'aller découvrir ce qu'il y a autour de moi et beaucoup plus souvent et avec un objectif autre que juste voyager peut-être un maximum, peut-être voyager moins, mais voyager mieux. Donc vraiment, merci pour ça. Surtout merci à toi et j'espère que voilà, si j'ai pu te faire voyager, si j'ai pu te donner envie de voyager, alors c'est que j'ai tout gagné et hâte de pouvoir voir tes voyages et moi je continue à vous faire bouger de toute façon. Exactement. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si tu veux soutenir Ça suffit les conneries, tu as plusieurs choix. Premièrement, tu peux rejoindre les communautés sur Instagram et LinkedIn en tapant Ça suffit les conneries. Deuxième choix, tu peux t'abonner via la plateforme d'écoute que tu utilises pour écouter tes podcasts. Et dernière chose, tu peux également le partager à une personne qui aurait envie d'entendre cet épisode. Merci à toi et à dans 2 semaines.